Bonjour à tous et merci d'être là sur cette conférence sur les progressives web apps. Donc, alors, il faut que j'arrive à trouver le bouton sur la télécommande. Alors, je me présente en deux mots. Donc, je suis Guillaume Ponson. Voilà, donc depuis 15 ans, je fais du conseil sur les technologies du web. Je suis plutôt un profil full stack, c'est-à-dire que je ne suis pas spécialisé dans une technologie particulière, mais par contre, j'essaye d'être à jour sur l'ensemble de l'écosystème et de suivre cet écosystème au fur et à mesure. Voilà, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec des tas de technologies fantastiques, voilà, dans une petite startup qui s'appelle Nonly et qui est en plein essor. Donc au sommaire, je vous propose dans un premier temps de faire un petit historique des applications web et mobiles. Pour savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient. De faire une petite introduction sur les progressives web apps, quelles sont les caractéristiques des progressives des web apps. Donc, voilà. Ensuite, on va faire une petite mise en pratique. Donc là, on va voir de manière un peu plus concrète à quoi ressemble une progressive web app. Et puis on va voir un petit peu de code, mais surtout de l'architecture. Alors l'idée en fait de cette conférence, c'est d'être un petit peu complémentaire par rapport à ce que vous allez trouver sur Internet. Aujourd'hui, les progressives web apps font couler de plus en plus d'encre. Et vous allez trouver un certain nombre de... Oui. Oui. Voilà, je me mets un petit peu plus dans la lumière, c'est mieux. Donc l'idée de cette conférence, comme je disais, c'est d'être un peu complémentaire par rapport à ce que vous allez trouver sur Internet. Et notamment, vous allez trouver de plus en plus d'exemples sur comment faire un service worker, comment développer votre progressive web app, etc. Donc l'idée, c'est ici comment se poser les bonnes questions et puis adopter la bonne architecture dès le début. Voilà, quels sont les avantages et inconvénients des progressives web apps aujourd'hui. Donc, on va faire une petite étude où on en est par rapport à ça. Voilà, quels sont les outils qu'on utilise, comment est-ce que vont évoluer ces outils, et puis les erreurs à éviter quand on veut faire du progressif. Donc, notre petit historique, dans les années 90, nous avions des clients assez simples qui géraient surtout la partie UI, c'est-à-dire l'affichage. Donc on avait des clients assez simples et sans beaucoup d'intelligence. Donc notamment les problèmes qu'on avait, c'est que nos technologies étaient assez jeunes. Donc on avait du HTML pour IE qui ne fonctionnait pas de la même manière pour Mozilla et ainsi de suite pour CSS et pour JS. Voilà, et donc le serveur, lui, par contre, faisait à peu près tout, notamment la gestion des données, la logique métier, la logique de navigation, les ACL, etc. Donc on avait à l'époque des langages de script. Donc comment ça marchait? On envoyait une requête HTTP, on retournait une page en HTML. Cette page HTML demande un certain nombre de fichiers statiques, des images, des CSS, des JS, etc. Et à chaque fois qu'on devait on cliquait sur un lien, on devait à chaque fois récupérer tout le gabarit, tout le contenu de la page. Côté mobile, c'était un petit peu le début. Donc on commence à avoir les smartphones, faire une web app, faire une application mobile, c'est assez confidentiel encore. Et on n'a pas toutes les technologies et tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire des applications facilement. Donc ça reste quand même assez limité aussi au niveau de la navigation. Donc on a une réelle séparation finalement entre les deux univers. Mais tout ça va évoluer. Donc de 2010 à 2015, on va commencer à avoir un petit peu plus de choses côté client. Donc notamment, on va pouvoir gérer la logique de navigation avec des liens JavaScript, éventuellement faire des petits routeurs, avoir une application cliente un peu plus intelligente. C'est un peu l'émergence de la stabilisation des technologies, donc notamment avec le début de HTML5, de CSS3 et d'ECMAScript. Voilà, on a des frameworks un peu particuliers comme Angular qui évoluent, et on a un acteur assez important qui apparaît, qui est en gros la version 8 du moteur de Google. Donc un client un petit peu plus intelligent. Côté serveur, ça évolue aussi. On a une scalabilité qui est plutôt verticale.
Voilà, et puis on a de nouvelles technologies qui apparaissent, mais on fait toujours de la logique métier côté serveur. Donc là, on a des sites web en HTTP, HTTPS, voilà, qui répondent avec en général un gabarit HTML. Ici aussi, on a besoin de recharger des images, des CSS, etc. À chaque fois, en fait, ça fait une requête pour chaque fichier avec notre protocole HTTP 1. Voilà, et donc on a mis un nom en fait sur une pratique qu'on met en place et qui s'appelle l'Ajax et qui consiste en fait, plutôt que de recharger la page en entier, de recharger uniquement le code HTML dont on a besoin. Ça permet d'avoir des applications beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est pas mal. Et puis le gros boom, c'est côté tablette et côté smartphone. Donc là, on a vraiment une explosion des applications mobiles. Alors on a deux types d'applications mobiles. On a des applications natives, on a des applications basées sur des technologies web, qui sont tout simplement en fait des applications derrière lesquelles il y a un navigateur. Donc de cette manière, on a un effort qui a été fait côté navigateur dans ces technologies de smartphone et de tablettes. Voilà, et puis c'est le début aussi des applications responsives, donc qui s'adaptent, dont l'interface s'adapte à n'importe quel écran, donc l'écran de votre smartphone petit ou éventuellement celui de votre PC beaucoup plus grand. Donc toutes ces technologies, toutes ces évolutions, ça va aider à l'émergence des progressive web apps qu'on va voir par la suite. Donc à partir de 2015, Google fait l'annonce des progressive web apps. Il explique un petit peu ce que c'est. Et on commence à avoir vraiment les technologies matures qui nous permettent d'introduire ce genre de concept. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va vraiment pouvoir déporter sur le client beaucoup de choses, notamment la logique métier, voilà, et de manière à avoir une application quasiment autonome sur notre périphérique. On a on rassemble finalement l'ensemble des périphériques, on arrive à faire des applications qui sont vraiment multi-périphériques. Donc des applications qui fonctionnent aussi bien sur notre desktop que sur notre tablette ou notre smartphone. Voilà, et on a quelque chose de nouveau qui arrive dans le navigateur, c'est la couche Service Worker, donc qui va nous aider justement à avoir en fait cette vraie autonomie. Côté serveur, là, on a un petit peu moins d'intelligence. Par contre, on a plus de scalabilité. On a notamment la scalabilité horizontale qui arrive avec le cloud et avec un certain nombre d'outils, le packaging, etc. Le Docker, Kubernetes. Et donc, on fait surtout en fait, du data avec une logique d'API. On a aussi des technologies qui évoluent. Alors, ce qui est intéressant et qu'on va voir par la suite, c'est qu'on a JavaScript qui sert côté client, mais qui peut aussi servir côté serveur pour Node. Et aujourd'hui, dans l'état actuel des progressive web apps, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc on a également en fait HTTP2, qui est intéressant pour optimiser les appels HTTP. Donc on va voir qu'on utilise uniquement des appels HTTPS cette fois-ci. On n'est plus autorisé à faire de HTTP. Voilà. On récupère dans un premier temps un gabarit HTML qui va être en fait le noyau de notre application. Et ensuite, éventuellement, on fait des appels pour récupérer soit des flux JSON, soit éventuellement des fichiers CSS, JS, etc. Mais on va voir qu'avec notre système, ce n'est pas forcément utile. On va pouvoir avoir une application vraiment réellement autonome. Voilà, donc en somme, une progressive web app, qu'est-ce que c'est avant d'entamer la partie un peu plus concrète? C'est une application qui est multi-périphérique, donc au moins responsive, qui fonctionne également en mode, qui est capable de fonctionner en mode offline, qui est capable d'exploiter dans la mesure du possible les ressources de votre client, donc faire des notifications, éventuellement utiliser le Bluetooth, l'appareil photo, etc. Qui peut s'installer sur votre smartphone ou votre tablette. En principe, si vous
Si vous naviguez sur une Progressive Web App, votre smartphone peut vous proposer de l'installer directement pour l'avoir sur votre périphérique. Voilà, et puis bah, finalement, c'est un concept qui répond à un certain nombre d'exigences techniques. Alors, ces exigences techniques, les voici. En voici quelques-unes. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais ce qui est important, c'est d'exploiter en fait cette couche Service Worker. C'est de répondre aux 200, même en mode offline, d'avoir une bonne performance, quelle que soit la situation, de travailler tout le temps en HTTPS, et puis d'avoir un manifeste qui permet de dire, voilà, je suis une Progressive Web App, et voilà comment est-ce qu'il faut me gérer. Voilà, alors du coup, ce manifeste, le voici. Alors ce manifeste, il permet, comme je vous le disais, de dire je suis une Progressive Web App, voici mon nom, voici ma description, voici l'URL qu'il faut utiliser pour me charger. Mon icône, alors il faut un certain nombre d'icônes de différentes tailles parce que l'ensemble des périphériques n'utilisent pas des tailles, les mêmes tailles. Voilà, et puis on a également un certain nombre d'informations cosmétiques. Alors vous avez un petit lien ici avec un générateur de manifeste, mais le manifeste est de loin ce qui est de plus facile à faire côté Progressive Web App. Alors vous verrez, si vous avez une application qui est aujourd'hui pas progressive et que vous voulez la rendre progressive, bah, la première chose que vous allez faire, c'est certainement ce manifeste.json. Vous allez remplir les informations, vous allez télécharger un petit plugin qui s'appelle Lighthouse et qui permet de voir si votre application est progressive, et là vous allez voir 80%. Et vous allez vous dire, mais c'est fantastique, j'ai fait 80% du boulot, mais détrompez-vous, il vous reste à faire le Service Worker. Alors, le Service Worker, c'est un petit peu le cœur de la Progressive Web App. Sans Service Worker, on a une web app qui accède directement à Internet, donc qui accède directement finalement à notre serveur. Imaginons par exemple qu'on a une application qui fait de la facturation. On va faire un appel pour générer notre facture, et puis si on a un problème de réseau, eh ben, on va attendre, et finalement ben, on sera frustré parce qu'on n'aura pas notre résultat. Donc pour pallier à cette frustration, ce qu'on va faire, c'est introduire un Service Worker. Alors le Service Worker, en fait, j'ai noté à peu près 3 niveaux d'utilisation. Le premier niveau, c'est de répondre une réponse de 100, même si ce n'est pas la réponse que le client veut. Donc faire une réponse de 100, c'est par exemple au bout de 500 millisecondes dire voilà, veuillez patienter. Éventuellement au bout de 2 secondes, vérifier votre connexion, ou alors faire une réponse avec ce que veut le client. Alors vous allez me dire, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment besoin d'un service worker pour mettre en place la fonctionnalité d'une part, et puis c'est dommage en fait d'utiliser toute la puissance du service worker pour juste ça. Donc ce qu'on va faire, et ce que font, je dirais, à peu près 80% des gens qui font des Progressive Web Apps, c'est exploiter les fonctionnalités de cache. Alors, on va mettre en place ici une petite base de cache qui va permettre soit en fait d'aller récupérer nos informations dans le cache si elles sont dans le cache, soit d'aller les récupérer sur Internet de manière un petit peu plus actualisée. Donc pour ça, ben, on va voir qu'on a un certain nombre de stratégies. La stratégie la plus utilisée, c'est celle d'aller chercher les informations directement dans le cache. Voilà. Et puis, si éventuellement elles ne sont pas dans le cache, d'aller les chercher sur Internet et de mettre à jour le cache et de renvoyer l'information au client. Il y a d'autres stratégies qui consistent éventuellement à aller d'abord chercher l'information sur le serveur pour l'avoir vraiment à jour. Si vraiment on n'y arrive pas, on va chercher sur le cache et on la renvoie au client. Voilà, vous pouvez éventuellement aller chercher sur le cache quoi qu'il arrive et puis faire des synchros en background entre votre serveur et le cache côté client. Donc voilà en gros comment est-ce qu'aujourd'hui on exploite le service worker, sachant que c'est un concept qui va quand même beaucoup évoluer et on aura des possibilités beaucoup plus importantes par la suite.
Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de vérifier si le navigateur, si le client est compatible avec les service workers. Alors, on verra par la suite, c'est un petit inconvénient aujourd'hui encore des Progressive Web Apps, c'est que l'ensemble des clients n'est pas encore compatible avec les technologies dont on a besoin. Donc on va d'abord faire une petite condition pour savoir si notre navigateur a un service worker. Et puis si c'est le cas, on va faire un register de notre fichier qui contient l'ensemble des événements dont on a besoin pour mettre en place notre service worker. Voilà, donc l'event listener load, il est un petit peu facultatif. Ce qui est important, c'est de faire le register ici. Voilà, et puis de traiter, l'information si notre service worker est OK, sinon de répondre quand même au client s'il n'y a pas de possibilité d'utiliser le service worker. Voilà, donc du côté service worker, qu'est-ce qu'on a? On a un événement install qui nous permet de faire l'installation. Alors ce que je vous conseille ici, c'est d'avoir quelque chose qui est assez rapide. Et donc on va faire le chargement initial de notre service worker. Donc là on le fait avec les pages essentielles dont on a besoin. Une des pratiques qu'on fait, c'est d'avoir en fait un versionning de ce cache de manière à ce qu'il soit à jour au fur et à mesure. Voilà, et donc voilà. Ensuite, on a l'événement fetch, donc qui nous permet simplement en fait de traiter lorsque l'utilisateur veut récupérer de l'information ou exécuter une action. Donc pour ça, soit on va récupérer soit on a la réponse dans le cache et à ce moment-là, on la renvoie à l'utilisateur, soit on l'a pas dans le cache, à ce moment-là, on va la chercher sur Internet et si tout se passe bien, à ce moment-là, on le dispatche sur le cache et puis on le renvoie au client. Donc voilà en gros l'algorithme, disons, de base pour mettre en place notre service worker. Voilà, sachant que ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est aujourd'hui on en est un petit peu au début. L'idée, c'est de déporter sur le client tout ce qui est toute la partie processus métier. Alors je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant en fait de travailler avec JavaScript côté serveur et côté client aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que, comme on va le voir, on ne peut pas forcément en fait travailler tout le temps côté client en fonction des clients. Donc c'est intéressant en fait d'avoir les mêmes algorithmes éventuellement côté serveur et côté client, ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas dans 2 ou 3 ans quand les technologies seront un petit peu plus matures. Donc là, ce qu'on a en plus, c'est un processus métier, donc en gros une logique métier côté client. On a éventuellement en fait, on a là une base de données utilisateur, enfin des données utilisateurs côté client, et puis on a une base de données aussi avec l'ensemble des informations sur l'ensemble de vos utilisateurs côté serveur sous forme d'API. Donc on a une synchronisation entre les deux bases. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a plus besoin d'avoir un accès à Internet pour gérer les fonctionnalités. Donc je donne un petit exemple. Si par exemple, j'ai une application de facturation, je veux générer une facture, l'utilisateur va cliquer sur le lien « Générer la facture ». La génération va se faire côté client, donc on fait vraiment travailler le périphérique du client. Et puis derrière, on peut récupérer notre information sans avoir d'accès à Internet. On peut faire éventuellement une synchronisation via notre service worker. Donc voilà en gros pour l'utilisation des service workers. Alors on peut peut-être faire un petit sondage qui aujourd'hui en fait utilise ce niveau 2 aujourd'hui de Progressive Web App dans son application, son activité. Donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Qui utilise plutôt le niveau 1, c'est-à-dire fait plutôt du cache. OK. Et donc là, pour l'instant, j'imagine que la majorité d'entre vous n'utilisent pas encore en fait, les service workers.
Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait, le service worker, c'est vraiment le cœur de notre progressive web app. C'est finalement en fait la principale difficulté. Alors, on va voir en fait sous forme d'avantages et d'inconvénients, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, si vous regardez sur Internet et que vous regardez que vous allez voir les gens qui font la promotion des progressives web apps, ils ne voient que des avantages. Alors, on va voir que il y a des avantages et des inconvénients aussi. Les inconvénients, ce sont des informations qui évoluent énormément en fait dans le temps. Alors les avantages, ils sont vraiment indéniables. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une progressive web app qu'une web app classique. La portabilité, les performances qui sont toujours au rendez-vous quel que soit l'état du réseau, la découverte et le référencement, contrairement à une application mobile, une progressive web app peut être référencée. Voilà, on a l'installation et l'accessibilité. L'installation se fait de manière beaucoup plus simple. Voilà, une mise à jour transparente pour l'utilisateur, ça aussi c'est sympa. Et puis compilable en tant qu'application mobile. Si vous voulez vraiment avoir votre application dans le Web Store, il est possible éventuellement, avec des outils comme Cordova qui existent déjà depuis un certain temps, de compiler votre application. Voilà, et ce concept de Progressive Web App est promu par des acteurs assez importants, donc essentiellement Google, mais bon, on a des gros acteurs qui s'y mettent aujourd'hui, Microsoft. Alors Apple a un peu de mal à s'y mettre, mais il commence un petit peu à s'y intéresser. Donc voilà pour les avantages. Alors les inconvénients aujourd'hui, ce sont les coûts de développement. Pour faire une véritable progressive web app aujourd'hui, on a quand même en fait des coûts de développement un petit peu supérieurs à une web app classique. Notamment, ce sont des technologies qui sont assez jeunes et changeantes. Ça veut dire que ce que vous allez faire aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir faire un gros refactoring au bout de 2-3 ans, parce que vous aurez de nouvelles fonctionnalités, et peut-être qu'il y aura des changements au niveau des spécifications, et ainsi de suite. Alors, un des gros problèmes, c'est la compatibilité avec certains matériels. Donc, je vous donnerai quelques liens à la fin. Il y a des sites qui sont assez bien faits, qui permettent d'avoir de visualiser quels sont les navigateurs compatibles, quels sont les périphériques compatibles avec les technologies dont on a besoin, et notamment avec tout ce dont on a besoin, enfin, tout l'accès aux ressources du périphérique client, puisque finalement, en fait, pour avoir une vraie application, c'est important d'avoir accès aux ressources, le file system. Voilà, faire des notifications, ça c'est facile, mais par contre, par exemple, l'accès aux contacts, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Donc on a encore ces limitations-là pour que nos progressive web apps soient vraiment, puissent vraiment concurrencer des apps natives. Donc la sécurité, ça c'est un peu un problème pour le client. Le souci, c'est que du coup, on a accès, grâce aux progressive web apps, à plus de ressources côté client. Et ça, c'est une manne pour les pirates informatiques. Donc il y a une réflexion à porter là-dessus, et c'est pour ça que certains acteurs sont encore un peu frileux sur le concept. Voilà. Au niveau fonctionnalité déportée, en fait, on a aujourd'hui, pour créer une progressive web app, pas trop de choix sur le langage à utiliser. Ce sera forcément du JavaScript. Et comme je vous disais, comme on ne peut pas en fait englober l'ensemble des clients aujourd'hui, eh bien, il y a dans ma facture, si je ne peux pas la générer côté client, il va falloir que je la génère côté serveur. Donc c'est intéressant en fait de développer en JavaScript côté client et côté serveur. On a vu dans la conférence précédente que Symfony se mettait même à JavaScript pour pouvoir éventuellement pallier ce genre de choses, et parce que justement côté client, toutes les technologies sont en JavaScript. Voilà, donc le défi, c'est un défi technique pour les grosses applications, quoique. Bon, en fait, si vous faites une grosse application, de toute façon, ce sera un défi technique. Mais c'est important éventuellement de faire un bon choix au début, de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais mettre côté client, qu'est-ce que je vais gérer côté serveur, comment est-ce que je vais prévoir l'évolution des technologies dans le futur. Donc voilà, donc quelques informations techniques sur les outils qui existent aujourd'hui qui sont liés aux Progressive Web App.
Donc il vous faudra n'importe quel framework CSS. Alors ces frameworks CSS, ils pullulent, hein, il y en a beaucoup. Les plus connus sont Bootstrap, vous avez aussi Material, vous avez Semantic, donc des frameworks qui vous permettent d'avoir des interfaces responsives. Il vous faut aussi un framework JS pour le front, donc ça vous choisissez les technologies que vous voulez entre Angular, React ou Vue qui sont les plus utilisées. Après, vous en avez éventuellement d'autres aussi, vous pouvez faire en vanilla, donc à vous de voir. Les plus utilisés sont aujourd'hui un petit peu en vogue, c'est React qui commence à être vraiment mature, et puis Vue qui évolue bien, et qui est pas mal pour les débutants parce que l'accessibilité de Vue est quand même assez... Enfin, c'est une technologie quand même plutôt accessible. Voilà, un accélérateur de développement. Donc, on a parlé dans la conf précédente de Webpack, c'est un outil fantastique. Hein. Voilà, un boilerplate, ce genre de choses. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des starter kits. Donc, si vous voulez faire une progressive web app en quelques minutes, vous pouvez le faire grâce à ce genre d'outils. Donc, c'est intéressant pour découvrir. Après, si vous voulez avoir quelque chose de très, très spécifique, il faudra peut-être partir plutôt sur autre chose. Voilà, la technologie serveur de votre choix. Donc, mais là, comme je vous disais, ça peut être intéressant soit de prendre Node.js, soit de prendre la technologie que vous maîtrisez. Et puis, des outils de dev. Les outils de dev qui sont proposés par Chrome. Donc ça, vous allez utiliser massivement, notamment en fait, les outils de développement Chrome, et puis Lighthouse et un certain nombre de plugins qui vont vous permettre de déboguer vos progressive web apps. Alors, quelques erreurs à éviter quand on met en place des progressive web apps. Donc, la première erreur, c'est de recharger le gabarit. Hein. Souvent, on voit des progressive web apps avec des liens qui rechargent l'ensemble du gabarit. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose de très... on revient un petit peu dans les années 90. Un chargement lourd et lent au début. Alors, ça, c'est lorsque votre application est vraiment monolithique, elle a besoin de l'ensemble de ses fonctionnalités pour fonctionner. Donc, du coup, vous allez avoir un gros chargement au début pour que ça puisse fonctionner. Donc, ce qui est bien, c'est éventuellement en fait, de charger l'essentiel au début pour que votre application tourne, et puis ensuite, en background, de charger l'ensemble de vos dépendances. Ça, ce sont des choses qu'on peut très bien faire aujourd'hui avec du Webpack. Voilà, alors côté interface aussi, on a vraiment un défi. L'idéal, c'est d'avoir une interface qui s'adapte vraiment aux grands écrans et aux petits écrans. Notamment, on voit beaucoup d'applications avec des grosses marges à droite et à gauche et qui sont plutôt faites pour des mobiles, ou alors des applications qui sont faites plutôt pour des grands écrans. Et puis quand on les regarde côté mobile, on a une page gigantesque. Voilà, et puis négliger le rôle des service workers. Donc, ce que je vous invite aussi, c'est de faire des tests sur tout ce qui est service worker, de voir comment ça fonctionne et de voir ce que vous pouvez faire avec. Alors, la principale problématique aujourd'hui, ce sont les compatibilités, mais ce sont des choses qui évoluent beaucoup. Je vous mets deux liens ici. Donc à travers ces liens-là, vous pourrez voir en fait quels sont les navigateurs compatibles au fur et à mesure, et puis quels sont également les clients compatibles. Donc ça, c'est important du coup d'être au courant. En fonction du public auquel vous vous adressez, soit vous choisirez de faire du progressive web app complet, soit éventuellement vous ferez quelque chose, un mix, soit les progressive web apps ne sont pas encore faites pour vous parce que vous avez besoin de toucher beaucoup plus de monde. Voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui est technologie Google, bien entendu, c'est compatible Progressive Web App. Maintenant, on a quelques retardataires, notamment au niveau Apple et autres, sur ces technologies-là. Voilà, donc quelques liens, je ne vais peut-être pas tous les citer. Vous avez de plus en plus de ressources sur tout ce qui est Progressive Web App. Donc, si vous voulez créer votre progressive web app, votre première progressive web app, vous avez ce lien-là, ce premier lien-là, mais vous en avez aussi plein d'autres. Vous avez aujourd'hui des sites qui recensent les progressive web app et qui vous permettent d'avoir des exemples.
Donc vous avez pas mal d'exemples, notamment sur GitHub avec des applications ouvertes. Voilà, vous avez des articles qui sont assez bien faits sur le service worker que je vous ai montré. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, et donc des liens également sur les outils qui sont utiles à utiliser, enfin qui sont utiles pour l'ensemble pour mettre en place votre progressive. Donc voilà, j'ai été assez vite finalement.